Je vais vous proposer quelques réactions politiques alors que l'Assemblée nationale a adopté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté hier, par un vote qui s'est joué à pas grand-chose, mais le suicide assisté et l'euthanasie sont définitivement adoptés à l'Assemblée. Je vous propose d'écouter d'abord Bruno Retailleau qui a parlé d'une loi d'abandon, l'ancien ministre de l'Intérieur et sénateur désormais. Ça n'est pas une loi de fraternité, c'est plutôt une loi d'abandon, pour plusieurs raisons. Ma crainte, voyez, c'est qu'on fasse peser sur les souffrants, ceux qui sont au crépuscule de leur vie, cette question qui est insupportable, inhumaine, qu'ils devront se poser. Suis-je devenu un poids pour mes proches et pour la société? Est-ce qu'il ne faut pas en finir plus vite? Ce qui est terrible, voyez, c'est que en France, on a un énorme déficit. Le vrai scandale, il est où aujourd'hui? Le vrai scandale, c'est qu'il y a à peu près 500 personnes par jour qui meurent sans pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Mais regardez le système de santé, ça craque de partout. Entre une injection ou une capsule qui ne coûte rien et des soins palliatifs qui coûtent très cher, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir dans notre société une pression financière, économique. C'est ça qui est difficile. Et je vous propose d'écouter le ministre en charge des relations avec le Parlement qui devait hier, mais ça a été reporté. Le cocktail, effectivement, pour célébrer. Alors, ça a été contesté par le ministre, mais c'était présenté ainsi par les membres du CESE. Par le mail qui a été envoyé à toutes les personnes invitées. Nous vous convions à un cocktail pour célébrer l'adoption de la loi sur la fin de vie. Et le ministre des Relations avec le Parlement nous a dit qu'il n'y aura pas de cocktail ni de nourriture. Et pourtant, dans le mail, il y avait bien, je cite, « Si vous avez des contre-indications alimentaires, merci de le préciser ». Non, c'est invraisemblable. Mais dans le mail du ministère des Relations avec le Parlement, il n'y avait pas le terme de cocktail. C'est dans le message d'information qui a été envoyé par le CESE. Exactement. Qui est la Convention citoyenne. Elisabeth Assaya, quel regard vous portez sur l'échange? Et c'est vrai que habituellement, c'est le ticket gagnant qui a la main. Oui, mais là, le sujet est bien trop important, bien trop grave. Sur cette loi, moi, j'appelle un peu ça la loi du renoncement. Ah, c'est intéressant. Ouais, parce que je trouve qu'on a renoncé à se battre, alors que normalement, on doit protéger. C'est mon avis, il n'engage que moi. On doit protéger la vie jusqu'au bout. On ne doit pas soigner pour tuer. Ça ne va pas ensemble. Et en même temps, quand je regarde, par exemple, le tweet sur X de Charles Bietri. Charles Bietri, ancien journaliste sportif, atteint de la maladie de Charcot. On sait que ce type de maladie dégénérative, il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est de voir sa dégradation et sa fin de vie en direct. Et lui, il a tweeté en disant « Je n'irai pas mourir en Suisse. Grâce à cette loi, je le résume, pouvoir mourir ici auprès de mes proches. » Donc j'ai aussi envie de comprendre ces personnes atteintes d'une grande souffrance. Et en même temps, je trouve que les soins palliatifs devraient être beaucoup plus approfondis, avec beaucoup plus de moyens, et pas aller directement vers cette loi du renoncement. Ah justement, Jérôme, vous qui êtes médecin hospitalier, vous répondez quoi à un Charles Bietri qui a été l'un des porte-voix de cette loi adoptée désormais sur légalisant l'euthanasie et le suicide assisté, Jérôme? Eh bien, effectivement, je pense que l'accent aurait plus dû être mis sur l'accès aux soins palliatifs et la facilité d'accès aux soins palliatifs, et plus de moyens pour les soins palliatifs, plus de moyens humains, matériels, de lits de soins palliatifs, plus d'unités de soins palliatifs, d'équipes mobiles de soins palliatifs, pour aider les patients qui sont dans ces situations, plutôt que sur cette aide active à mourir qui est effectivement une solution qui pose beaucoup de problèmes éthiques et qui ne répond pas forcément aux demandes de toutes et tous. Mais sauf que pour une maladie comme la maladie de Charcot, est-ce que les soins palliatifs permettent de soulager la douleur et d'accompagner jusqu'au bout le patient? Alors, je ne suis pas spécialiste de la maladie de Charcot, j'ai une autre spécialité. Pour des raisons d'anonymat, je souhaite ne pas la dévoiler, mais pour ce qui est des maladies que je traite au quotidien, qui sont plus des maladies cancéreuses, on a, oui, les moyens de soulager les patients jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle.
Laurent Frémont est également avec nous. Alors vous êtes enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po. Donc c'est très intéressant cette question de la Charcot. maladie de Charcot. Ouais, parce qu'effectivement c'est une maladie horrible qui vous enferme dans votre corps. Mais pour en avoir beaucoup parlé avec des spécialistes de Charcot, aujourd'hui, par les limitations au traitement, vous pouvez partir endormi, apaisé, dans des très bonnes conditions lorsque vous souffrez de la maladie de Charcot. En tout cas, je regrette que ce soit devenu un peu un étendard du débat, parce que ça met une pression très forte sur les personnes qui souffrent de cette maladie. Mais en tout cas, il faut bien souligner que cette loi n'est pas faite pour ces cas un peu limites, ces cas exceptionnels comme la maladie de Charcot, mais qu'elle va concerner plusieurs centaines de milliers de personnes. Plus d'1 million de personnes. On a déjà 1 million d'éligibles. Qui sont parfois même éloignés de la fin de la vie. Ce qui fait peur, c'est l'explosion. On l'a vu dans les pays où ça a été légalisé. C'est cette explosion de là ça correspond à 1 million de personnes, mais moi ce que je crains aussi, c'est l'explosion de l'aide à mourir, enfin de l'euthanasie. Sur les enfants notamment. On écoute le ministre des Relations avec le Parlement, le monsieur Laurent Pagny-Fous, qui lui était favorable à cette loi. C'est l'un des pionniers. C'est sans doute grâce à lui, voilà, c'est l'un des grâce à Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron que ce texte a pu passer aussi rapidement. C'était sa priorité, le triangle des Bermudes. Je veux saluer toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, petits ou grands, ont participé à cette décision. Experts, parlementaires, anciens rapporteurs, cher Olivier Falorni, ministres, députés, sénateurs aussi. Toutes celles et ceux qui ont fait que l'on soit pour ou contre cette loi, nous avons pu ici débattre de manière respectueuse de la position de chacun. Alors pour tout cela, à vous toutes et tous et au nom du gouvernement, merci d'avoir respecté les opinions de chacun d'entre nous. Merci de faire en sorte que ce vote ait pu avoir lieu dans ces conditions. Le mot essentiel que je veux rappeler, c'est-à-dire le respect de chacun d'entre vous. Un auditeur averti m'informe que Astrid Panosyan-Bouvet, la députée Ensemble pour la République, a voté contre la loi hier soir. Absolument. Alors qu'elle a une histoire personnelle extrêmement forte. L'a-t-elle exprimé un jour dans les médias ? Bien sûr. Alors je peux en parler. Bien sûr. Elle en a déjà parlé, donc je me permets de le faire. Son mari, le politiste Laurent Bouvet, qui était mon ami, m'envoie ce contact, était atteint de la maladie de Charcot. Il est parti dans des conditions décrites par votre invité à ma connaissance. Et donc c'est intéressant et important de voir que la députée Astrid Panosyan-Bouvet, qui était directement impactée par ce drame, eh bien, a voté contre la loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Avec beaucoup de courage, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la pression au sein des rangs macronistes pour voter cette loi. Il y a eu ça m'intéresse, Jules Torres. C'est-à-dire que les députés Renaissance n'avaient pas la possibilité de voter en leur âme et conscience. Alors, pour le coup, il y a eu une liberté de vote qui a été donnée dans tous les partis, mais on sait que Emmanuel Macron, Yael Braun-Pivet, Laurent Pagny-Fous, le ministre des Relations avec le Parlement, étaient extrêmement favorables à ce texte. Et si ce texte a été voté le 15 juillet 2026, c'est parce qu'il y a eu des pressions pour le voter. Et on sait très bien comment ça se passe dans ce genre de moment. On appelle un tel pour lui demander s'il est bien là, pour lui dire qu'est-ce que tu vas voter. On essaye de le convaincre. Donc évidemment qu'il y avait un certain nombre de pressions, comme il y a, disons-le quand même, à chaque texte. Sur tous les textes que l'Assemblée vote, en tout cas les textes importants, il y a des pressions. La question, et moi c'est ce que j'ai vu, parce que ce sujet m'intéresse et il m'a toujours intéressé et j'y suis très attaché, c'est de voir certaines évolutions, notamment au sein du bloc central, il faut le dire. Je veux trahir personne, mais pour avoir eu notamment des discussions, il n'a pas voté ce texte-là, mais s'il l'avait voté, il aurait sans doute voté contre. C'est le ministre chargé des Affaires européennes, Benjamin Haddad, qui est député de Paris. Il aurait sans doute voté ce texte il y a 2 ans, et puis en s'intéressant au sujet, il a décidé de changer d'avis. Charles Rodwell, dont vous avez cité le tweet tout à l'heure, était plutôt favorable à ce texte il y a 2 ou 3 ans. Il a changé d'avis. Donc c'est intéressant de voir qu'au sein du bloc central, il y en a beaucoup qui ont hésité et il y en a beaucoup qui ont changé d'avis à l'épreuve du réel. Laurent Frémont. C'est intéressant parce que le député tout à l'heure nous disait que c'était la personne qui décidait et que c'était pas l'État. Mais là, on a véritablement l'État qui détermine les critères d'éligibilité, qui trace finalement une frontière entre 2 humanités, ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas. C'est l'État qui va introduire ce droit dans le Code de la santé publique. C'est l'État qui va
payer l'acte, la sécurité sociale, ce sera remboursé. C'est l'État qui va rembourser le poison létal. Donc c'est véritablement une implication très forte de l'État à chaque étape dans cette procédure létale. Et c'est le chef de l'État qui a accéléré le processus pour que cette loi soit votée pour avoir un bilan. au 15 juillet prochain. Il s'est félicité hier que la promesse qu'il avait émise en 2022 a été tenue. Eh bien, on retiendra que l'une des seules promesses tenues, c'est celle qui va administrer la mort, celle promettant de faire de la protection des enfants une boussole pour le second quinquennat. On voit ce qui se passe actuellement. J'aurais pu vous parler aussi de la réforme des institutions, la réforme des retraites, les 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français, la promesse qu'il n'y ait plus un sans-abri, sans papier dans les rues la promesse d'ici la fin de l'année, sur la protection de etc., l'enfance qui avait été faite en 2022. La Macronie.